Bonjour, vous trois. Rebonjour Pierre, bonjour Christian Carpentier, vous êtes chef d'édition chez Sud Presse. Candice Vanek, vous êtes journaliste indépendante et vous avez quitté la préparation de votre documentaire sur la radicalisation pour venir chez nous ce dimanche. Merci. Pierre Kroll, mon petit lapin, je compte sur vous pour détendre l'ambiance. Oui, je suis votre petit lapin. Vous êtes votre petit lapin ce dimanche. Pour que l'ambiance sur ce plateau soit plus sympa qu'au siège du CDH en ce lendemain de Belgian Pride. Donc pas de chars CDH cette année à la Belgian Pride, ça c'est comme d'habitude, il n'y en a jamais eu. Mais par contre, les jeunes CDH devaient participer avec les jeunes du CDNV et faire char commun, sauf que ça n'était pas du goût de certains membres du CDH. Oui, c'est une boulette en termes de communication parce que ça vient, c'est assez désastreux parce que ça casse l'image de tolérance du parti que justement, lors de la transformation du PSC en CDH en 2001, Joël Milquet avait tenté d'insuffler. C'était un parti qui devait être déconfessionnalisé. Le state chrétien était abandonné, l'Église catholique, on s'en fichait, c'était plus le diktat du pape qui comptait. Et en fait, quand on voit dans les faits, malheureusement, même s'il faut faire attention à ne pas confondre les jeunes du parti avec le parti lui-même, hein, ce sont les jeunes ici, mais en général, les jeunes, ce sont des gens qui sont assez rock'n'roll dans les partis. Les jeunes MR et les jeunes VLD, par exemple, proposent de dépénaliser le cannabis. Vous voyez, donc ça, ils vont beaucoup plus loin que leurs aînés. Et ici, on a l'impression que c'est l'inverse, ou alors que ça participe à un mouvement général. Il y a 2 mois, par exemple, le CDH est monté au front parce que Proximus TV ne voulait plus diffuser Cato TV, la chaîne catholique francophone. Je ne savais pas que ça existait. Voilà, ils ont interpellé, oui, ça fait un peu d'audience, mais voilà, ils ont interpellé Alexandre De Croo là-dessus au Parlement. Donc on a l'impression que l'abandon du C, il est en train de revenir de façon VV prime parce que le parti est un peu perdu dans sa ligne éditoriale, on va dire. Les gens savent ce que c'est le socialisme, les gens savent ce que c'est le libéralisme ou l'écologie. L'humanisme, je crois que monsieur, madame, tout le monde dans la rue, il ignore toujours exactement ce que c'est. Et ça leur pose un problème d'identité politique. Et par rapport à la Belgian Pride, justement, Benoît Sorex, chef de groupe CDH au Parlement bruxellois, disait ceci dans Le Soir. Il estime que la Pride, ça n'est pas la place pour les politiques. Il y a d'autres manières de défendre les droits que d'aller danser sur un char le samedi après-midi. Non, on sent qu'il avait envie de dire avec une plume dans le cul, mais il ne l'a pas fait. La phrase ressemble un peu à ça. On l'a fait, peut-être. Moi, je ne te suis pas tout à fait. Bon, c'est vrai qu'au niveau communicationnel, c'est pas très clair pour les lecteurs, mais au niveau démocratique, je trouve que c'est pas plus mal. Il y a une tendance qui est toujours conservatrice au sein de la population et qui peut se retrouver représentée aussi par ce parti qui, eux, est un peu gêné aux entournures quand il s'agit d'aller défiler à la Gay Pride. Donc voilà, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, Benoît Sorex a dit, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Non, il ne faut pas spécialement que le CDH vire complètement sa cutie, si je peux me permettre, sur ce sujet. Mais le plus important, c'est de travailler la base, c'est de faire en sorte que voilà, tous les homos, les bi, les transgenres aient un jour un même traitement au sein de la population. Après, ça remontera au sein des partis. Justement. Le CDH n'a pas voté en faveur du mariage gay. Même tarif pour l'adoption des couples homosexuels et la gestation pour autrui. Le parti n'en veut pas non plus. Alors le problème, c'est quoi? C'est le char ou c'est les homos? Oui, sans doute qu'ils sont conformes à leurs opinions, enfin, au vote qu'ils ont fait et pas fait. Mais moi, je me pose surtout la question, qu'est-ce que les partis ont à foutre là-dedans, quoi? Est-ce qu'il faut un char du MR à la Zineke Parade la semaine prochaine et tout ça? Moi, je ne sais pas s'il faut nécessairement... On dit qu'on vit dans une particratie. Mais non, je sais, mais ce n'est pas non plus une manifestation de revendication précise sur certains droits. C'est une grosse fête, une fête à la tolérance, etc. Est-ce qu'il faut que des partis en tant que tels se situent là-dedans? Est-ce que ça ne peut pas être autant d'individus qui y vont s'ils ont envie ou pas? Est-ce qu'il faut un char du MR avec M. Baclen en barésie et Didier Reynders en cuir, quoi, pour montrer qu'ils sont... Vendez du rêve, là. Voilà, moi je vois pas ce que les partis ont à foutre en tant que parti, avec leur logo de parti dans la Gay Pride. Mais ça, c'est vrai de toutes les manifestations, effectivement. Oui. Moi, j'ai toujours été choqué de voir des partis, parfois même au gouvernement, qui vont manifester aux côtés des syndicats dans la rue. Tout autre chose, le PS qui va manifester contre l'exclusion des chômeurs. Mais l'exclusion des 50 000 chômeurs, c'est le gouvernement Di Rupo qui l'a fait. Donc arrêtons de rigoler, arrêtons de prendre les gens pour des idiots. Les gens ne sont pas imbéciles. Le politique, il est élu pour être là dans les gouvernements, dans les parlements. Il n'est pas là pour tenter de récupérer une frange de la population. Et on sait que le vote homo est un vote, comme le vote alloctone, par exemple, c'est un vote que les partis se disputent
c'est l'art d'aller trop loin. Je voyais Charles Michel hier face aux caméras qui disait mais justement les transgenres, puisque c'est ça la revendication de cette année, c'est dans le programme de gouvernement et on va tenter d'améliorer leur sort. Ok, mais faisons-le, alors faisons-le au Parlement, mais ça sert à quoi d'aller mettre son beau costume bleu flashy pour défiler aux côtés des chars, effectivement, où ils n'ont rien à faire, quoi. C'est la population qui manifeste parce qu'elle estime que le politique ne va pas assez loin. C'est pas seulement une fête, il y a un mix des deux. Surtout, la fête ce qu'il et y le a, côté c'est que vindicatif. tous les partis qui ont défilé avec leurs chars ne sont pas 100% gay-friendly non plus. On le voit à d'autres occasions. Donc, voilà. Alors, petite consolation pour les jeunes du CDH qui n'ont pas eu leur char cette année, ils seront contents peut-être d'apprendre que la Belgique se classe deuxième au classement des pays où les LGBT, lesbiennes, gays, bi et transgenres sont les plus respectés, où ils ont le plus de droits. La Belgique est donc juste après Malte. Tout en bas du classement, on a l'Arménie, la Russie et l'Azerbaïdjan, des pays qui, en plus de faire des chansons bizarres à l'Eurovision, ont une vision toute personnelle de qui a le droit d'être respecté pour ce qu'il est fondamentalement. Religion, Pentecôte. La Pentecôte, c'est donc la fête au Saint-Esprit. Il y a un esprit qui percole de plus en plus pour le moment dans le monde politique, c'est un certain esprit d'autoritarisme. Aussi appelé, si t'es pas content, c'est le même prix. Aussi appelé, du moins chez nos voisins français, le 49.3. Qu'est-ce que le 49.3 ? Ne vous battez pas. Le 49.3, c'est un article qui est instauré dans la Constitution française pour permettre, en quelque sorte, des mesures d'urgence au gouvernement. C'est-à-dire, quand on estime qu'il y a un péril grave, on se passe de l'avis du Parlement et le gouvernement engage sa responsabilité. Vote ses propres lois. Voilà, en sachant que le Parlement peut toujours voter une motion de méfiance, de censure, comme on appelle ça là-bas, ce qui n'est jamais arrivé en France. Mais ça a été conçu au départ. ferait alors tomber le gouvernement. Il faut Voilà, expliquer tout à fait. que voilà, on joue Rocard gros, l'a par exemple utilisé pendant des années pour mettre de l'ordre dans les entreprises publiques, je crois. Chirac, je crois, aussi a été un grand utilisateur. Ici, on sent bien que c'est parce que la majorité est très fragile au Parlement que la France a utilisé ce subterfuge. Et ça ne laisse pas d'étonner. On n'arrête pas de nous dire que c'est la patrie des droits de l'homme. Jean Quatremer n'arrête pas de nous dire que son pays, c'est vachement mieux que le nôtre. Ben, on voit qu'en termes de démocratie... Vous vouliez la sortir. Oui, j'aime beaucoup Jean Quatremer. Il m'aime beaucoup aussi. Mais donc, voilà. Et donc, en termes de fonctionnement démocratique, on donne des leçons à des pays africains, on ne vaut pas mieux qu'eux parce qu'on sait très bien qu'on tient en fait une majorité qui a tellement peur de voter une motion de censure parce qu'alors c'est la chute du gouvernement et sans doute du Parlement, de nouvelles élections et la gauche n'est pas sûre d'être de nouveau au pouvoir, le mouvement est plutôt pour la droite pour l'instant, que on va vers ce genre de simagrées qui finalement ne respectent absolument pas la démocratie. En Belgique, on n'a pas le 49.3. Mais ceci dit, c'est vrai que bon, au moins ça choque. Ça choque en France, parce que voilà, c'est vrai que c'est un gouvernement en perte de vitesse qui vient pousser un texte en force, un texte vraiment fondamental, crucial pour tous les Français. Excusez-moi, mais cette semaine, en Belgique aussi, le gouvernement a décidé de se passer du débat parlementaire pour une question cruciale, qui est quand même l'entrée en guerre de la Belgique en Syrie, avec l'envoi des F-16. Ça va nous coûter de l'argent. On sait très bien que va y avoir des dommages collatéraux, c'est-à-dire des civils syriens qui vont être tués, et que Daesh fait sa propagande là-dessus pour recruter. Donc, on risque d'avoir des attentats à la suite de ça. C'est toutes des questions qui sont fondamentales dans une démocratie qui doivent être débattues. Ce n'est absolument pas le cas, mais bon, parce que là, on dit on va se battre contre Daesh, donc ça passe. Et on n'est pas choqué comme en France. En France, c'est la loi sur le travail qui est passée. Oui, qui est hard, parce que c'est des heures supplémentaires c'est qui tout à seront fait moins légitime, payées. Des licenciements plus faciles. Et puis personne ne s'y retrouve, ni la gauche, ni la droite. Parfois, je me dis, quand Marc Goblet voit ce qui se passe en France, il doit se dire qu'il est dans un paradis de la gauche. On lui demandera. Qu'est-ce que j'allais dire, moi? Voilà. En Belgique, on n'a pas le 49.3. Mais quand il faut passer en force, on appelle l'armée. Alors, fondamentalement, c'est pas drôle d'appeler l'armée, sauf qu'on s'est imaginé par l'émission de Ideal World, qui est une émission humoristique sur la chaîne flamande Canvas. Regardez. On a combien de temps? Geef mij 7 schelletjes rosbief. Ja. Nee, weet je wat? Geef 8. Excuseer mevrouw, vindt u dat er extra budget naar defensie moet gaan nu militairen zowat overal worden ingeschakeld? Nou, dat zal wel zijn. La maman militaire. Le bébé militaire. Voilà. Oui, mais j'ai quand même entendu des choses un peu de mauvaise foi aussi lorsqu'on dit on envoie les militaires dans les prisons en donnant l'impression que c'est pour casser la grève. C'est pas ça, c'était pour remplacer les policiers qui eux-mêmes remplaçaient les détenus. Moi, je trouve que quelque part, c'est pas...
on peut dire que ce n'est pas vraiment le boulot de l'armée, mais le boulot de l'armée, c'est quoi? C'est de défendre le pays en cas de guerre. Moi, j'ai connu de mon temps encore le service militaire. Ça consistait à rester 8 mois en Allemagne ou 10 mois en Belgique à attendre une guerre, hein, en général au bar. Bon, alors c'est tant qu'à faire, autant qu'ils servent quand on en a besoin, quoi. Je trouve que c'est pas... Moi, je trouve pas ça épouvantable de voir des soldats faire autre chose qu'attendre une guerre qui n'arrive pas. Bon, tant qu'à défendre quelqu'un, il pourrait peut-être défendre les femmes, comme en France. Gros barnum autour de ce qu'on appelle l'affaire Baupin. Plusieurs femmes qui ont dénoncé du harcèlement et des agressions sexuelles de la part de Denis Baupin, qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a un grand jeu en France qui consiste à mettre son nom au féminin. Hein. Je vous laisse le faire. Ça ira. Je ne vais pas le faire. Visiblement, tout le monde savait. Personne n'a rien dit, alors se pose cette éternelle question, y a-t-il un problème de comportement dans les sphères du pouvoir? Candice, vous les avez fréquentés, vous êtes journaliste. Y a-t-il un problème de comportement? Je crois que vous êtes femme, vous êtes journaliste, vous avez dû connaître... Moi, je ne sors pas de ma rédaction, donc ça va. Charmante petite expérience avec les détails. Mais il y a clairement des problèmes de comportement, mais je dirais comme au sein de la population. Mais il y a une différence de traitement tout à fait différente. Si le harcèlement sexuel est le fait d'un kidam en rue, alors là, ça va choquer. On va parler de mentalité rétrograde, parfois de problèmes culturels aussi. Tandis que si c'est au sein de la classe politique, là, il y a un peu cette idée que finalement, quand on aime le pouvoir, on aime la politique, on a un fort taux de testostérone qui explique qu'on a un peu du mal à se tenir avec les femmes. À la limite, c'est presque vu comme quelque chose de positif, en tout cas chez certains de ces hommes. Et on retrouve ces mêmes hommes qui ont des comportements intolérables avec leurs collègues, avec des journalistes féminines, qui après viennent faire la leçon au sujet du harcèlement de rue et autres, alors que c'est un peu les premières personnes qui devraient donner l'exemple. Alors le groupe PS au Parlement wallon veut un code de bonne conduite pour les élus et les collaborateurs. On n'est pas censé savoir d'office qu'on ne met pas la main aux fesses de sa collègue. Il faut vraiment l'écrire. Franchement, c'est assez ridicule de devoir faire un code comme, je sais pas moi, comme pour rentrer à la piscine ou me mettez un bonnet. Apprendre aux gens à se comporter correctement avec les femmes, je sais pas quelle est la moyenne d'âge des élus, à 50 ans, c'est quand même un peu tard. Hein. Oui, il y a des lois, quoi. Et quand on édicte ce genre de règlement, on donne l'impression qu'il n'y a pas de loi et qu'on va soi-même devoir édicter des règles. C'est faux. Il y a des lois. Maintenant, c'est évident que pour une femme harcelée sexuellement ou même pour un homme et une femme harcelés moralement, parce qu'il y a aussi le harcèlement moral, les lois sont mal faites, elles sont insuffisantes. Ce n'est que depuis, je crois, 2 ans qu'avant, quand vous attaquiez votre patron pour harcèlement, que ce soit sexuel ou moral, sauf aller au pénal et au civil, bien entendu, mais dans l'entreprise, tout ce que vous pouvez obtenir, c'est votre licenciement. Depuis 2 ans, depuis le gouvernement Di Rupo, on a 6 mois de préavis en plus qu'on donne. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment. Ce qu'il faut, c'est éjecter la personne qui est le harceleur et c'est restaurer c'est le patron, la femme. Nous, en tant que journalistes ou bien les femmes politiques, on a aussi une responsabilité. C'est dur, il faut prendre son courage à 2 mains parce que c'est vrai qu'on risque peut-être d'avoir un scoop qui va nous passer sous le nez, mais il faut dénoncer, il faut dire quand ça se produit. On devrait en arriver là pour que ça devienne un comportement vraiment considéré comme choquant et inadmissible. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir être solidaire sur ce coup-là, il y a du boulot. Je le suis, il n'y a pas aucun souci. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus dans